Oui. Bon, nous allons pouvoir reprendre. Nous continuons toujours sur l'instrumentalisation des chiffres, et cette fois par les milieux économiques, avec Fabien Bartolotti qui va nous parler des oléagineux à Marseille et dans l'Union française. Et puis ensuite avec Fabien est à terre à Aix-Marseille Université, chercheur associé à TLM. Et ensuite, nous poursuivrons avec Marie-Christine Touchelet, qui est chargée de cours à l'Université des Antilles et chercheuse rattachée à l'IDHES, et qui nous parlera des conséquences d'un cyclone en Guadeloupe. Donc nous continuons à voyager, et je cède la parole à Fabien pour une demi-heure. Merci beaucoup Fabien, merci aux organisateurs de ce colloque et en particulier à l'IGPDE pour cet accueil très chaleureux. Dans cette intervention, je souhaiterais rouvrir un dossier historiographique. Alors ce dossier n'est ni un cold case, puisqu'il a fait l'objet de nombreux travaux qui ont levé bien des zones d'ombre depuis lors, ni une affaire classée, puisque c'est un sujet qui est régulièrement mis à jour au gré des découvertes d'archives ou de nouveaux concepts issus des évolutions épistémologiques. On doit à Louis Pierrin, puis à Xavier Domalin d'avoir montré l'importance du marché des oléagineux dans l'essor d'une fonction industrielle et impériale du port de Marseille. Ces denrées alimentent en effet l'industrie huilière marseillaise, elle-même connectée à des secteurs connexes, la savonnerie bien sûr, plus de 2/3 de la masse d'un savon est constituée de corps gras, mais aussi d'autres secteurs comme la stéarinerie, qui est la fabrication de bougies. Autrement dit, les oléagineux sont au cœur d'un système qui trouve ses origines dans les années 1840, avant même la colonisation stricto sensu, au temps d'un impérialisme informel donc, et dans ces années-là à partir de ces années-là se conjuguent donc 3 éléments dans ce système: l'importation de matières premières ultramarines, la transformation dans les espaces littoraux portuaires, puis la réexportation des produits obtenus vers l'Interland, vers l'arrière-pays ou vers le Forland, c'est-à-dire l'avant-pays du port de Marseille. Or, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ce schéma hérité du fameux pacte colonial est remis en cause par le développement d'une huilerie ouest-africaine qui triture les graines à proximité des espaces de culture des oléagineux. Au fond, cette situation réactive un débat qui agite les milieux d'affaires métropolitains depuis les années 1930, celle donc de l'industrialisation des colonies. C'est une question qui divise le patronat, comme l'a bien montré Jacques Marseille, même si celui-ci, dans sa thèse classique « Empire colonial et capitalisme français, histoire d'un divorce », insiste sur la prégnance d'un courant libéral au sein des milieux d'affaires, un courant qui considère que l'équipement et la modernisation économique des territoires coloniaux est un frein au développement de la métropole. Cela dessine donc le portrait d'un patronat hostile à l'implantation des usines coloniales et ou favorable aux indépendances, les deux attitudes n'étant d'ailleurs pas systématiquement associées, nous y reviendrons. Ces questions peuvent aujourd'hui être réévaluées à la lumière du dynamisme des recherches qui, du colloque de Sciences Po en 2022 à l'ouvrage collectif sur les industries impériales, en passant par la synthèse de Denis Cognot paru en 2023, tous ces travaux donc, qui nuancent les thèses classiques du boulet colonial développées par Jacques Marseille ou Daniel Lefebvre et qui complexifient notre regard sur le développement économique des territoires ultramarins, en pointant notamment la grande diversité des stratégies patronales en fonction de la conjoncture ou du secteur d'activité concerné. L'historiographie proprement marseillaise s'est également renouvelée sous l'effet de 2 éléments. D'abord, l'ouverture des archives du port, y compris donc les dossiers statistiques pour la période post-1945, qui a servi de base à ma thèse et qui a permis de mieux cerner le devenir de certains secteurs traditionnels et connectés donc aux empires coloniaux, dont l'huilerie, lors des derniers feux de l'Empire et même après les décolonisations. Deuxième élément, c'est un réexamen du concept même de port colonial, dans le prolongement notamment du programme Mars Imperium, qui sera également abordé par une autre collègue marseillaise demain après-midi. Un programme qui a permis donc d'interroger la notion même de port colonial, l'association entre Marseille et cette fonction. Et on peut peut-être même se demander de quelle
port colonial parle-t-on lorsqu'à l'apogée des empires, les trafics coloniaux ne représentent que 30% des échanges du port de Marseille? C'est une vraie question et qui montre d'ailleurs que cette réévaluation chiffrée permet de réinscrire les filières marseillaises et la trajectoire marseillaise dans une histoire proprement mondiale et de réinsérer certaines relations comme celle avec l'AOF dans des circuits d'échange et dans des concurrences internationales bien plus complexes que la simple logique binaire et bilatérale fondée sur l'exclusif colonial. C'est donc à la lumière de ces apports que je propose d'examiner la façon dont les milieux d'affaires marseillais se positionnent face aux évolutions du marché des oléagineux dans un moment de recomposition économique sous le régime de l'Union française. Et je le ferai sur la base de 2 partis pris archivistiques. D'abord, je partirai des documents produits par les acteurs économiques eux-mêmes, c'est-à-dire les dossiers classiques issus de la Chambre de commerce de Marseille, qui ont été en fait relus à la lumière des problématiques de l'ANR Cocol, un chantier qui nous occupe depuis plus de 2 ans, aux côtés de Xavier Demalin, Pierre Labardin et Antoine Fabre, dans le cadre donc du projet coordonné par Béatrice Touchelet. Il s'agit ici de comprendre comment les chiffres qui sont omniprésents dans ces sources sont mis au service, voire instrumentalisés, dans le cadre d'un argumentaire ou d'une stratégie économique. Deuxième parti pris archivistique, c'est de mettre ces dossiers en regard de nouveaux documents, notamment les archives bancaires, non pas pour s'engager dans une histoire financière, mais pour exploiter les nombreuses informations économiques que les banques recueillent à l'égard de leurs clients entrepreneuriaux impliqués dans des marchés coloniaux. Le fonds Cabet, par exemple, des archives de la BNP Paribas, regorge à cet égard de rapports avec des chiffres à l'appui sur des projets de valorisation de la production d'oléagineux en Afrique de l'Ouest. Donc ce sont des dossiers qui m'ont particulièrement intéressé pour essayer de comparer un petit peu les situations et surtout d'enrichir cette analyse de l'usage des chiffres par les milieux économiques. Alors justement, l'analyse de ce corpus se fera en 3 temps. Je montrerai dans un premier temps que le marché des oléagineux et les relations Marseille-AOF connaissent de nombreuses évolutions, pour ne pas dire de nombreuses turbulences dans les années 1950, et que ces relations sont placées sous l'étroite surveillance statistique des milieux d'affaires. Deuxièmement, j'analyserai la façon dont le chiffre est mis au service de la défense de l'huilerie marseillaise face au développement d'usines de trituration en AOF. Et enfin, je nuancerai le caractère univoque des stratégies patronales en montrant que le chiffre est aussi un miroir des ambiguïtés, des ambivalences des milieux d'affaires marseillais vis-à-vis de cette question. Tout d'abord, donc, la mesure d'un marché sous tension. Alors, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les relations entre Marseille et l'AOF oscillent entre héritage et renouveau. L'héritage, c'est d'abord celui de la présence séculaire de maisons de négoce marseillaises dans l'Ouest africain depuis le milieu du XIXe siècle, qui ont implanté des comptoirs et des factoreries. Dans les années 1950, cette présence se structure autour de 2 principales sociétés, la Compagnie française d'Afrique occidentale, la CFAO, fondée par Frédéric Beaune en 1887, et la Société commerciale et industrielle de la Côte d'Afrique, la CICA, fondée en 1917 par la compagnie maritime Freycinet, qui a repris les actifs de la société Armandon au Dahomey, et qui est donc, bien sûr, elle aussi impliquée dans ces trafics avec l'AOF. Alors la fortune de ces sociétés repose en grande partie sur le commerce de graines oléagineuses, notamment les arachides et l'huile de palme. La SICA, d'ailleurs, fonde à cet égard une filiale spécialisée dans le transport d'huile de palme en vrac depuis le Dahomey, qui est la société Palme, dont vous voyez une publicité ici. Alors les 2 produits n'ont pas la même portée. L'exportation d'oléagineux en coque vers Marseille stimule la fonction industrielle du port, ou fonction de transformation primaire, car ce sont des produits qui servent de matière première pour les industries de trituration, tandis que l'huile de palme alimente directement des secteurs situés en aval de l'huilerie marseillaise, c'est-à-dire la savonnerie et la stéarinerie, et stimule davantage la fonction commerciale finalement du port. Quoi qu'il en soit, le marché connaît d'importantes turbulences qui apparaissent sur ce graphique, et j'aimerais dégager à partir de ce graphique donc 3 remarques. D'abord, le niveau d'échange et d'activité ne retrouve pas le niveau d'échange et d'activité de l'après-guerre, de l'après-1945, ne retrouve pas le niveau d'avant-guerre. Entre 1938 et 1962, les quantités d'oléagineux triturés par les huileries marseillaises s'effondrent de 620 000 tonnes à 240 000 tonnes environ. La production d'huile passe d'environ 300 000 tonnes à un peu plus de 110 000 tonnes. Et la part du port de Marseille au sein de la production française d'huile passe de 52% à 30%.
Notant que aussi l'AOF, dans ses chiffres et sur ces deux courbes, reste le principal pourvoyeur d'oléagineux et d'huile à Marseille, et cela représente un peu plus de la moitié d'ailleurs des arrivages sur l'ensemble de la période. Deuxième remarque, les importations d'huile à Marseille, très majoritairement de l'huile de palme, progressent au cours de l'Union française, au temps de l'Union française, avant de surpasser les importations de graines après les indépendances. Enfin, troisième remarque, et c'est un petit peu la contradiction de ce que je viens de dire aussi, c'est-à-dire que les arrivages d'oléagineux ne s'effondrent pas brutalement. Et on le voit, pendant l'Union française, c'est un peu l'image d'Épinal qu'on a eue parfois sur les effets de la décolonisation ou les effets des changements opérés sous le régime de l'Union française sur le port de Marseille. L'impression que les trafics d'oléagineux s'effondrent brutalement après la Seconde Guerre mondiale. En fait, pas vraiment. Ils se maintiennent à une moyenne de 250 000 tonnes pendant la période considérée, celle de l'Union française, ce qui suggère donc l'existence de stratégies de résilience, de stratégies de résistance portées par les milieux d'affaires. À quoi sont dues ces turbulences ? Alors, je l'évoquais un petit peu en introduction, cela est principalement dû à la concurrence d'autres pays occidentaux, comme les États-Unis, qui triturent aussi des oléagineux, mais surtout à la concurrence de pays qui, jusque-là, approvisionnaient Marseille en oléagineux et qui, désormais, triturent eux-mêmes leurs propres graines pour exporter de l'huile. C'est le cas de l'AOF depuis la récession des années 1930, où se développe une industrie huilière subventionnée par l'État. Le Sénégal fait figure au début des années 1950 de principal pôle de trituration industrielle des arachides, de principal exportateur d'huile de l'AOF. La société Le Sieur est implantée d'ailleurs au Sénégal depuis 1941. Elle a répondu à une offre de subvention du gouvernement de Vichy et a pu pallier ainsi, en installant une unité de production au Sénégal, à l'arrêt de la production de son usine à Dunkerque, qui a été bien sûr paralysée par la guerre. L'unité de Dakar est d'ailleurs extrêmement moderne pour l'époque, puisqu'elle est reliée par pipeline et exporte donc achemine l'huile brute depuis l'unité de trituration vers le port de Dakar et vers des navires-citernes qui exportent cette huile en vrac vers d'autres ports, notamment celui d'Alger, qui raffine cette huile brute et qui produit également des savons. Alors, les hommes d'affaires marseillais ont pleinement conscience de cette concurrence et de la transformation de ce marché qui est d'ailleurs placé sous leur étroite surveillance statistique depuis... Pas depuis cette époque-là, il y a une tradition de regard statistique sur ce marché depuis à peu près les années 1900. On peut remonter même plus loin si on regarde les premières implantations effectivement de négociants marseillais sur la côte d'Afrique occidentale et la production déjà d'outils de quantification ou en tout cas de cartes dès le 19e siècle. Mais vraiment l'étude structurée de ce marché au sein d'organes, au sein d'instituts particuliers remonte à peu près aux années 1900-1910 avec une véritable connaissance scientifique qui se développe sous l'égide de la Chambre de commerce de Marseille. J'ai oublié de passer, de vous montrer juste la production d'huile au Sénégal. Et donc si ça marche, voilà. Cette production de chiffres sur ce secteur met en jeu donc les acteurs de la Chambre, des organismes pionniers de la mise en chiffre des empires d'ailleurs, et des acteurs particuliers. Je pense en particulier à Henri Brenier, secrétaire général de la Chambre au cours de l'entre-deux-guerres, à Émile Bayot aussi, qui était directeur de l'Institut colonial de Marseille, une institution très particulière qui est à la fois un laboratoire de la science coloniale, un lieu de formation, mais aussi un lieu de lobbying économique. Et c'est au sein de cette structure, donc l'Institut colonial de Marseille, qu'est créée une espèce de branche qui s'appelle l'Institut de recherche pour les huiles de palme et oléagineux, qui édite une revue spécialisée depuis 1917, le Bulletin des matières grasses, et la Chambre de commerce, par l'intermédiaire de ces organes, collecte donc des informations que les compagnies présentes en AOF transmettent dans des correspondances. Elle prend la mesure du marché, elle surveille ses soubresauts, elle se sert de l'appareil statistique pour se positionner et défendre ses intérêts. Les turbulences sur le marché des oléagineux et la politique d'industrialisation, ou tout au moins d'équipement renforcé par les investissements du FIDES à partir de 1946, poussent la Chambre à réagir et à lancer même une mission
une mission économique en Afrique française en 1951, sous la houlette de l'huilier et président de la Chambre, Édouard Rastoin. C'est une mission là aussi qui participe de ce savoir scientifique sur ce marché, qui est censé collecter des informations et aussi consolider, bien entendu, le réseau d'affaires en AOF, ce qui indique que les Marseillais veulent à ce moment-là défendre et revivifier leurs relations avec ces territoires par-delà les crises. Et c'est donc le deuxième point de mon propos, une utilisation de ces outils statistiques désormais au secours et pour défendre l'huilerie marseillaise. Alors justement, le chiffre va être au cœur des arguments et des positions prises par le patronat marseillais pour défendre cette place face à l'implantation d'usines de trituration en AOF. Alors quels sont les acteurs d'abord de ce débat ? On peut se demander d'abord s'il y a une cohérence, une ligne commune au sein de chaque partie prenante. Du côté de l'AOF, d'abord, la défense de la trituration coloniale s'effectue de façon assez dispersée. C'est du moins l'image que nous en renvoient les sources actuellement disponibles, les sources aussi qu'on peut consulter, soit sur Gallica, soit également dans les copies que l'on retrouve dans les archives et dans les dossiers de la Chambre de commerce. Il y a bien quelques arguments qui se déploient, notamment dans les comptes rendus de la Chambre de commerce de Dakar, mais les discours des huiliers coloniaux sont assez difficiles à saisir avec ces sources. Il faudrait peut-être là se tourner directement du côté des sources, des entreprises, en particulier Le Sieur, qui est implanté au Sénégal. Mais en fait, dans ce débat-là, et dans le débat qui met en jeu ces acteurs marseillais, c'est surtout au niveau étatique et politique que la contradiction s'effectue et que les discours sont les plus structurés, au sein d'un courant clairement identifié du côté étatique, donc, celui des partisans de l'industrialisation, de l'équipement des territoires ultramarins et les promoteurs d'un courant réformateur et fédéraliste de l'Empire. Ceux qui soutiennent les actions finalement du fonds d'investissement, du FIDES, créé en avril 1946 par le ministre socialiste Marius Moutet, un fonds qui a d'ailleurs consacré 350 milliards de francs de dépenses pour l'équipement de l'Afrique entre 1946 et 1953. Alors, le chiffre joue-t-il un rôle dans ce courant idéologique et politique? Pas véritablement, car il s'agit justement d'une prise de position idéologique qui entend moderniser l'Empire afin de maintenir l'ordre colonial et donc de contrecarrer la progression des mouvements nationalistes. Du côté marseillais, trouve-t-on une position commune? Oui, grâce au rôle des syndicats professionnels, en particulier le syndicat des fabricants d'huile, de Marseille, mais aussi grâce au rôle des présidents de la Chambre de commerce, qui sont des huiliers au tournant des années 1940-1950. Je pense à Régis, je pense à Cordès, à Rastoin, qui fédèrent nécessairement les campagnes de lobbying menées auprès des pouvoirs publics pour contester les conditions dans lesquelles se développe la filière de trituration coloniale et pour défendre leur filière face à la crise. Au fond, les huiliers marseillais sont-ils véritablement opposés à l'installation d'usines coloniales? En fait, on ne peut pas répondre de façon unilatérale à cette question, car les attitudes évoluent en fonction du temps et en fonction des secteurs concernés, en fonction aussi des acteurs. Alors, pour schématiser, dans un premier temps, au cours de la Seconde Guerre mondiale, cette opposition des Marseillais semble ferme, au point d'ailleurs que l'huilier Émile Régis, alors président de la Chambre de commerce, refuse au nom de l'ensemble de la branche l'offre du gouvernement de Vichy d'installer contre subvention des usines en AOF et au Maroc. Mais au début des années 1950, la situation est différente. Et la présence, je dirais, d'une industrie huilière coloniale qui est désormais une réalité dans le marché mondial et à laquelle les milieux d'affaires marseillais doivent faire face, ces milieux d'affaires vont essayer de s'adapter à cette nouvelle réalité. Donc leur posture est pragmatique à ce moment-là. On ne retrouve pas véritablement de considération idéologique dans leur discours. En tout cas, c'est comme ça qu'ils veulent présenter les choses. On verra que ensuite la question est peut-être un peu plus nuancée, un peu plus complexe, mais en tout cas, premier abord, on est loin de la vision doctrinaire du complexe hollandais ou d'un cartiérisme caricatural, selon lequel le développement économique des colonies serait coûteux et entraverait l'expansion de certaines industries françaises, vision popularisée d'ailleurs un peu plus tard par la formule célèbre du député Jean Montala, la Corrèze avant le Zambèze. Alors, on n'est pas du tout là-dedans, on est plutôt dans une position pragmatique, défendu à plusieurs reprises par les Marseillais, notamment à l'occasion de cette mission ministérielle menée par l'inspecteur Henri Durand en 1952,
qui utilise abondamment les quantifications. Je dirais même que du point de vue des Marseillais, hein, le chiffre est utilisé à ce moment-là pour répondre de façon économique et concrète aux positions idéologiques des hommes politiques de l'époque et des partisans de l'huilerie coloniale. C'est en tout cas leur volonté dans les discours, la volonté de rendre l'argumentaire, vous voyez, sérieux, crédible, où le chiffre confère un degré d'exactitude mathématique par rapport à une réalité économique. Globalement, les arguments chiffrés portent sur 3 aspects. On peut les résumer autour de trois pôles. D'abord, il y a la question douanière. Les huiliers marseillais s'opposent au régime douanier préférentiel qui est accordé aux triturateurs africains pour soutenir l'exportation d'huile vers la métropole. Ils souhaitent un alignement des droits de douane de ces producteurs sur les autres producteurs et exportateurs étrangers. Deuxième élément, le prix de revient. Le prix de revient donne lieu à la production de nombreux graphiques, comme vous en voyez ici, qui entourent donc cette mission ministérielle du rang, qui fait partie de ce grand lobbying marseillais autour de cette question. Alors, si les chiffres évoluent d'un document à un autre, d'une source à l'autre, tous les documents pointent un prix de revient de l'huile d'arachide sénégalaise supérieur au prix de revient des triturateurs européens ou américains. Troisième argument, il est d'ordre technique et se déploie dans de nombreuses correspondances, notamment du syndicat des fabricants d'huile. Ce sont des calculs complexes qui sont effectués pour prouver que la performance de trituration en AOF est inférieure aux huileries métropolitaines et en particulier aux huileries marseillaises. Donc autrement dit, le rendement de la trituration et de la production d'huile en AOF serait donc inférieur à la métropole et serait donc économiquement moins avantageux. Alors bien sûr, la production de ces chiffres est sujette à caution, car les sources et les méthodologies de calcul sont rarement explicites. Le chiffre est donc utilisé pour contrecarrer l'idéologie modernisatrice et interventionniste de l'État, mais inversement, la construction des chiffres sur le marché des oléagineux par les Marseillais répond évidemment, sinon à des mécanismes idéologiques, du moins évidemment à des biais et à des objectifs stratégiques. Cependant, le chiffre n'est pas toujours présent dans les discours. C'est le cas notamment dans ce débat épistolaire entre Édouard Rastoin et Alfred Sauvy, le démographe, débat théorique qui porte sur la géographie commerciale. Les deux personnages se connaissent, ils ont été membres de la même promotion. Sauvy soutient, sans chiffre à l'appui, que la transformation des oléagineux au plus près des lieux de production est plus rentable car de nombreux industriels se sont engagés dans cette voie. Une vision presque extrêmement pragmatique de la situation et de la géographie commerciale d'alors. Si des industriels le font, si Le Sieur le fait, si d'autres emboîtent le pas, comme Petersen à Dakar, etc., c'est parce qu'il y a un intérêt économique à le faire. Et donc, c'est désormais dans cette stratégie-là que les industriels doivent s'engager. Rastoin soutient, sans chiffre à l'appui, lui non plus, dans cet échange épistolaire, totalement l'inverse. Il affirme, sans autre forme, je dirais, de calcul, sans autre forme de chiffre, que c'est plus rentable de triturer des graines oléagineuses à Marseille et en métropole que de le faire sur le lieu de production des oléagineux. Autre limite de cet usage des chiffres, et je vois le temps qui avance, j'essaierai d'être bref, c'est le fait que l'argument chiffré, le lobbying économique par l'intermédiaire du chiffre, ne sont pas la seule stratégie, bien sûr, de résilience, de résistance des milieux d'affaires. Il y a évidemment surtout des stratégies là, extrêmement entrepreneuriales, organisationnelles au niveau de la filière, qui vont se déployer à travers un certain nombre de restructurations, de regroupements, qui aboutira en 1959 autour d'un conglomérat qui s'appelle donc Unipol et qui va exploiter d'ailleurs, on le voit dans la carte d'à côté, une petite unité de trituration au Sénégal. Preuve que à la fin des années 50, début des années 60, les Marseillais finissent malgré tout, tant bien que mal et un peu contre leur gré, ils finissent par épouser le mouvement de fond de redéploiement de la trituration à l'échelle internationale et impériale, mais bien sûr avec du retard. C'est un élément qui vient nuancer évidemment cette campagne de lobbying par le chiffre. Alors, je terminerai en poursuivant dans cet esprit de nuance et de complexification à l'égard de la façon dont les Marseillais utilisent ces chiffres sur le marché des oléagineux, en montrant que
la façon dont on appréhende ces sources à travers la problématique du chiffre nous amène nécessairement à nous départir d'une vision monolithique et englobante des attitudes et des stratégies des milieux d'affaires. Les huiliers marseillais, qui s'opposent à la trituration coloniale, au plus fort donc, de la période dans les années, au tout début des années 1950, sont les mêmes qui vantent les nombreuses réalisations du programme Fides, sont les mêmes qui vantent notamment les réalisations d'un port commercial et industriel performant à Dakar ou même à Abidjan. Donc ainsi, lors de la mission en AOF et AEF que je citais tout à l'heure, les membres de la Chambre de commerce vont même relayer les chiffres de la propagande étatique visant à vanter les mérites de la modernisation des territoires ultramarins. Donc c'est-à-dire que le secteur de l'huilerie fait un peu figure d'exception à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on vante les mérites de l'aide que l'État apporte à certaines filières pour moderniser certains secteurs d'activité en AOF, mais sauf l'huilerie. Donc une attitude qui finalement ici rejoint une posture protectionniste assez évidente. Plus largement, les intérêts du patronat marseillais ne sont pas tous convergents. Les compagnies maritimes impliquées sur les lignes de l'AOF, comme Freycinet, comme Fabre, en sont un exemple. Elles jouent en fait, ces compagnies, elles sont partie prenante pratiquement de tous les débats, de toutes les discussions sur cette question de l'AOF et de la façon de reconquérir et de retisser les liens avec ces marchés. Mais elles jouent sur tous les tableaux en fait. Sur tous les tableaux. D'une part, elles font la promotion du transport en vrac d'huile, on y reviendra, on dira pourquoi, mais aussi du transport en vrac d'arachide. Et sur ce point d'ailleurs du transport en vrac de l'arachide, elle plaide pour une modernisation de ce transport, qui n'a pas toujours été d'ailleurs conditionné en vrac, ça c'est le premier point, et qui en plus ne concernait pas toujours des arachides décortiqués. Et on va voir Freycinet, Fabre, devenir en quelque sorte les promoteurs du décortiquage des arachides, parce qu'ils y voient effectivement un intérêt pour eux, puisque en débarrassant les arachides de leur coque, eh bien les cargaisons sont davantage valorisées et donc le transport de cette matière première est davantage économiquement plus avantageuse pour ces compagnies. Les intérêts ne sont pas tous convergents, non plus, car les produits ne doivent pas être mis sur le même plan. C'est le cas notamment de l'huile de palme. J'en faisais un petit aparté d'ailleurs en introduction sur cette huile de palme. J'aimerais, pour terminer, évoquer 2 ou 3 éléments sur cette question. L'huile de palme qui est traditionnellement fabriquée en Afrique de l'Ouest et qui intéresse depuis le milieu du 19e siècle certaines sociétés marseillaises, comme la stéarinerie, la fabrication de bougies, donc Fournier, qui est connue au cours de notre période d'ailleurs, sous la raison sociale, Fournier-Ferrier, et qui produit désormais du savon sous la marque Le Chat. Bien, cette société, elle est toujours intéressée par la question effectivement de l'importation de l'huile de palme depuis le Dahomey, et un de ses directeurs, Max Roger, va, après avoir quitté l'entreprise, va devenir consultant et va continuer à promouvoir cette modernisation de la culture du palme, de la culture du palmier, et donc de la modernisation de la fabrication de l'huile de palme sur place, grâce à des rapports qui sont à ce moment-là présents dans les archives de la BNP Paribas et qui mettent en avant justement le chiffre comme un instrument de modernisation d'une filière qui était traditionnelle et qui doit désormais se moderniser sur les standards européens. Et donc on a là l'image finalement de certaines sociétés marseillaises qui utilisent ces matières premières depuis longtemps, donc une forme de dépendance au sentier là aussi vis-à-vis de ces approvisionnements, et qui en fait cherchent à ce moment-là simplement à moderniser le secteur et à promouvoir justement les investissements pour réaliser sur place des huileries qui soient des huileries de palme industrielles. Et on a la même chose d'ailleurs dès 1945 dans les colonnes du fameux bulletin des matières grasses, qui est donc l'organe de l'Institut colonial de Marseille, qui surveille ce marché, qui s'inquiète d'ailleurs des évolutions de ce marché, et qui en même temps fait la promotion en fait des réalisations qui sont effectuées par l'Institut de recherche
pour les huiles et les oléagineux, créé en 1941, où là encore se développe tout un tas de données chiffrées, mais pour justement promouvoir cette modernisation de l'industrie de l'huile de palme, et pour installer donc des huileries qui vont être financées à ce moment-là, d'ailleurs, par le fonds FIDES. Il vous reste 2 minutes. Et je conclus justement. Je conclus donc en vous disant que cette entrée par le chiffre dans toute sa diversité et sa complexité permet de relire certains épisodes de cette résistance marseillaise dans un contexte de turbulence économique et dans un contexte d'affaiblissement des trafics coloniaux et de recomposition de l'Empire à ce moment-là. Et elle invite aussi cette question à poursuivre les recherches sur d'autres secteurs d'activité de la même époque qui connaissent aussi des turbulences, je pense en particulier à la question du raffinage du sucre, et qui peuvent conduire elles aussi, qui peuvent se prêter elles aussi à des analyses sur l'utilisation, l'instrumentalisation des chiffres et la façon dont elles se déploient dans différents argumentaires économiques. Je vous remercie. Merci beaucoup Fabien, parfaitement dans les temps. Marie-Christine enchaîne avec l'expérience de la Guadeloupe. En fait, moi je vais enchaîner avec le sucre aussi. Et pour avancer, je fais ça. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à ce colloque. Qui va commencer en fait par un petit exposé. Est-ce que j'ai toutes les raisons d'être là ou pas, dans la mesure où la Guadeloupe n'est pas une colonie, mais une vieille colonie. Donc, a priori, en tant que vieille colonie, c'est-à-dire une colonie qui, depuis le tournant du siècle, gère elle-même son budget. Elle a un budget entièrement autonome. Logiquement, ses habitants sont des citoyens français depuis 1848. Donc depuis la seconde abolition de l'esclavage, puisqu'il y a 2 abolitions en Guadeloupe, a priori, que vient faire le chiffre et en quoi vais-je pouvoir dire, parce que je vais quand même le dire, qu'il y a une exploitation de ce territoire qui ressemble tout à fait à une exploitation coloniale. Et c'est là où le chiffre intervient, parce que ce sont vraiment des chiffres qui sont produits de façon quasiment innocente, je mets des guillemets, par des entreprises qui, aujourd'hui, à la relecture de l'histoire, peuvent nous permettre de dire qu'il y a véritablement une exploitation et que l'on peut assez souvent enlever l'adjectif vieille devant le nom commun colonie. Donc je me permets de commencer. Après ce petit préambule, vous avez un texte d'Henri Béranger, le sénateur de la Guadeloupe, qui, lors de l'exposition coloniale à Marseille, justement, précise que la Guadeloupe est davantage un département, ça, c'est pour insister sur ce que je viens de dire, cette citation, qu'une colonie, que c'est le phare avancé de la démocratie. Vous avez au-dessous un gouverneur qui a tout de la posture d'un gouverneur colonial, puisque pour que le budget soit géré, il faut l'accord d'un gouverneur qui est en quelque sorte le pouvoir exécutif envoyé par la métropole. Le gouverneur, en accord avec le conseil général qui, lui, est élu, entérine tous les ans un budget dont les seules et uniques recettes, les plus importantes bien sûr, viennent de la production sucrière. Cette production sucrière, depuis le début de la colonisation, n'a aucune raffinerie sur place, puisque l'objectif d'une colonie, c'est d'apporter à sa métropole un financement. Et donc, à chaque demande d'une raffinerie sucrière sur place, la réponse est négative. Donc, à la fin au XXe siècle, il n'y a plus de demande. On ne demande même plus à raffiner le sucre. Ce qui veut dire que le sucre est produit, il est produit brut, il est expédié, il arrive en métropole et il est raffiné exclusivement en métropole, et il est quelquefois acheté en tant que sucre blanc raffiné, donc sur le territoire colonial, à un prix très important. Si ces entreprises sont des entreprises qui rapportent à la Guadeloupe, éventuellement le terme de vieille colonie peut s'appliquer. Mais à partir de la fin du XIXe siècle, la crise sucrière va causer la ruine de tous les fabricants de sucre brut, donc de Guadeloupe,
Et ce sont des sociétés anonymes métropolitaines, en particulier le Crédit Foncier Colonial, par exemple, qui vont racheter les usines, puisque les entrepreneurs sucriers ont emprunté auprès de ce Crédit Foncier Colonial. Donc, en tant qu'administrateurs, certains entrepreneurs vont rester sur place, mais ils n'ont absolument plus la main pour gérer les entreprises. Ce qui veut dire que le moindre problème ouvrier local, qu'il s'agisse de la production agricole ou de la production industrielle dans les usines, va recevoir comme réponse de la part de l'administrateur « Attendez, nous réglerons ceci après avoir saisi le siège ». Et le siège met très longtemps à répondre. Donc, en fait, les conflits sociaux deviennent de plus en plus importants et de plus en plus violents, finalement, parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur direct. Les réponses du siège social sont très longues à venir. Les communications, avant la Seconde Guerre mondiale, sont lentes. On est quand même, il faut traverser l'Atlantique. Et surtout, on n'est pas pressé de répondre quand, évidemment, vous vous en doutez, les questions portent sur des augmentations salariales. Donc, je vais poser le problème suivant. Est-ce que le chiffre qui est utilisé dans le cadre du développement de la Guadeloupe et dans le cadre de l'enrichissement de ces entreprises sucrières est une illusion statistique? Est-ce que c'est au contraire un chiffre sur lequel on va pouvoir se baser et sur lequel on va construire une politique locale? Alors, ce qui est intéressant dans mon plan, c'est que je commence par la découverte aux archives départementales de Guadeloupe, mais le rapport, vous pouvez le trouver partout. En 1910, j'ai été trop vite. Je commence donc en 1910 sur une enquête d'un juge, Salinière, Alexandre Salinière, qui, parce qu'une grève très importante des ouvriers de la canne enferme complètement, empêche les usines de produire finalement. Donc, à cause de cette grève, on demande à un juge local de faire une enquête et on lui dit il faut absolument que l'on sache d'où vient cette grève de façon à ce qu'on n'ait plus jamais ce type de grève depuis les années 1902. À chaque mois de février, c'est-à-dire en début de campagne sucrière, vous avez une grève des ouvriers agricoles qui demandent une augmentation de salaire. Donc ça, c'est récurrent. Mais là, le problème est porté par un gouverneur qui s'appelle le gouverneur Gautret et surtout par un député qui, à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a des députés, c'est une vieille colonie, donc à l'Assemblée nationale, le député Géraud Richard dit que les Guadeloupéens sont gentils, qu'il n'y a aucune raison qu'ils s'enflamment comme ceci et qu'il y a donc une raison politique. Et c'est ce mot même de raison politique qui va pousser le gouverneur à demander à un juge, donc quelqu'un d'éventuellement assez neutre, d'aller enquêter. Cette enquête, elle est fondamentalement différente de tout ce qui va se produire après et elle va permettre en fait de donner une confiance dans le chiffre. Parce que le juge Salinière, qui lui-même a fait des études à Paris, des études de droit, qui est né en Guadeloupe, qui a eu faim, qui a eu froid, qui sait ce qu'est la souffrance, enfin c'est ce qu'on écrit pour le présenter. Ce juge va aller voir, va vraiment faire une enquête en allant voir les ouvriers agricoles, en allant voir les responsables, donc les administrateurs de sociétés, en allant voir 2 élus, 2 maires, et il va demander à chacun d'où vient la grève, et il va demander en particulier, alors c'est pas très clair, mais il va interroger en fait sur un panel de 125 témoignages, il va aller personnellement interviewer tout le monde, interviewer c'est un anachronisme à l'époque, pour demander mais combien ils gagnent et de quelle somme ils ont besoin pour vivre. Donc là, vous en avez quelques-uns, vous avez en particulier un cultivateur de 35 ans, peu importe, qui dit voilà, moi j'ai la somme, j'ai besoin de tout ceci exclusivement pour manger, donc c'est exclusivement l'alimentation. J'ai ces frais que vous avez sous les yeux et je gagne moins d'1 franc par jour, donc la situation est claire, j'ai 2 enfants, je ne peux pas m'alimenter, mon travail ne me sert absolument pas à vivre. Je suis réduit par ce travail au niveau de la survie. Alors, un seul témoignage de ce type aurait été une exception, mais là, vous avez donc 125 déposants qui tous, finalement, montrent bien que le salaire
que l'on obtient entre février et août, puisque les travailleurs agricoles ne travaillent que 6 mois dans l'année, le temps de la récolte sucrière. Ce salaire doit servir à alimenter sa famille une année, donc on voit bien que c'est insuffisant. C'est insuffisant, c'est justifié dans la mesure où la crise sucrière a vraiment réduit les usines et les producteurs de sucre à la ruine. Donc jusqu'alors, ça passait. Mais en 1910, la crise sucrière est derrière les entrepreneurs usiniers et en 1910, ils ont de nouveau retrouvé le bénéfice. Donc c'est là que la situation s'envenime parce que les ouvriers sont complètement portés à la révolte. Enfin, vous en avez qui traversent une ville, la ville de Capesterre. On a même des cartes postales pour vous dire un peu l'importance d'une habitation dévastée, où ça c'est une carte postale, donc on échange de la correspondance au dos de ces ouvriers très, très révoltés, très agacés. Et le juge Salinière, donc dans ce fameux rapport, mais finalement c'est croire aux chiffres, parce que bien malgré eux, les industriels vont augmenter les salaires. Alors ils ne vont augmenter les salaires qu'une année. Et très rapidement, on a cru aux chiffres. On est en Guadeloupe, mais comme ailleurs, le gouverneur Gautret est très content. Ça se règle avec quand même quelques morts, hein, parce qu'il y a des entrepreneurs, des usiniers qui font tirer sur la foule. Mais l'affaire est réglée en 1910. En 1911, les salaires de nouveau sont diminués. Et la situation est donc complètement identique. On oublie complètement ce rapport Salinière qui pourtant aurait pu donner confiance aux chiffres. Et à partir de 1911, en particulier à cause de la Seconde Guerre, de la Première Guerre mondiale, ne va pas baisser, mais par contre, les salaires vont être diminués et travailler dans la canne ne permet pas de vivre ni dans le travail industriel à l'usine, ni dans le travail dans les campagnes. C'est clair. En 1928, de nouveau, on rentre dans une confiance envers le chiffre, mais là, les acteurs ont changé. Ceux qui ont confiance envers le chiffre, eh bien, ce sont les inspecteurs qui viennent et qui demandent aux industriels quelles ont été leurs pertes. En 1928, au moment de septembre 1928, vous avez un cyclone qui détruit toute la Guadeloupe avec ses usines sucrières et ses champs de canne, bien sûr. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de cadastre. Le cadastre est établi dans les années 1960. Donc sans cadastre, sans impôt foncier qui pourrait dire quelles sont un peu vos richesses, sans impôt tout court, finalement, les industriels trichent relativement avec l'impôt. Enfin, c'est dit dans le rapport de la comptabilité du cyclone. On fait confiance à des gens qui disent simplement « moi, j'ai perdu toute mon usine et tous mes champs ». Et on leur demande quelle est la somme. Et donc, ils sont capables de donner des sommes et on les indemnise. Le dossier est aux archives départementales de Guadeloupe. Il est vraiment très lourd, mais il n'y a aucune preuve derrière les chiffres avancés. Par contre, ce que l'on sait, parce que là, vous avez les sommes qui ont été touchées par les entreprises, par les sociétés anonymes même. On rémunère les sociétés anonymes, on indemnise les sociétés anonymes. Et on n'indemnise pas, finalement, si vous avez perdu une case, le problème est en train de se reposer dans un nouveau département français, mais que vous n'avez pas d'acte de propriété et qu'il n'y a pas non plus de cadastre qui dit que vous étiez propriétaire, là, vous ne serez pas indemnisé. Donc, le chiffre, ce qui est intéressant, ce que l'on retient, c'est qu'on rentre là dans une étape véritablement d'illusion statistique. On a une illusion, l'État fait confiance exclusivement à ceux qui sont propriétaires. Et l'État ne fait pas confiance sur on ne va pas du tout indemniser un pauvre qui a perdu sa case. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Je vous ai mis aussi les capitaux. Les sociétés anonymes ont en fait, en gros, parce que moi, quand je fais des pourcentages, c'est sur les chiffres que j'ai aux archives ou que j'ai donnés dans les fonds privés des entreprises. Donc 64% de la propriété foncière. Les capitaux martiniquais possèdent 25% et les capitaux guadeloupéens 11%. Donc cette domination des sociétés anonymes en Guadeloupe, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Et cette confiance de l'État, des gouverneurs, mais même du Conseil général envers les chiffres donnés par les entreprises sucrières est évidente aussi.
Pour le Conseil général, il s'agit d'avoir des recettes sur son budget. Donc plus les usines sucrières en 1928 disent qu'elles ont perdu, plus on pourra ensuite les taxer sur leur production sucrière. Donc le rôle du Conseil général, qui est élu localement, est aussi un rôle qui est très ambivalent, parce que très souvent, vous avez des discours enflammés pour protéger la main-d'œuvre. Mais protéger la main-d'œuvre, ça veut dire exiger éventuellement des usines sucrières qu'elles rémunèrent davantage cette main-d'œuvre. Et donc, ça veut dire avoir un budget amputé. Donc, on est dans ce cercle vicieux. Et on a une illusion statistique qui continue. Alors, l'enquête suivante, c'est l'enquête d'un ingénieur qui s'appelle l'ingénieur Robert. Et c'est une enquête qui est demandée, qui est rémunérée par le gouverneur qui s'appelle Louis-Joseph Bouge au moment des célébrations du tricentenaire de l'appartenance des Antilles à la France. Cette manifestation est financée par les entreprises, en particulier les entreprises sucrières. Et le problème pour l'ingénieur Robert, c'est qu'il est ingénieur et que sa mission vis-à-vis du gouverneur, c'est de moderniser la Guadeloupe, en particulier en faisant des travaux publics et en particulier en faisant des routes. On lui dit qu'il va y avoir un fonds spécial pour aménager ce territoire et il va en être le chef et l'exécuteur. Ce qui veut dire qu'il a tout à fait intérêt à avoir un budget conséquent. Mais comment avoir un budget conséquent si, comme le reste, le développement économique ne dépend que du budget du Conseil général ? Il fait tout pour obtenir et surtout pour conserver un budget spécial que je vous ai mis en bas, un fonds spécial qui, lui, est donné par la France métropolitaine. Et ce fonds spécial, est destiné exclusivement à faire des travaux et en particulier des routes. Alors, il va avoir tout un argumentaire très chiffré, relativement technique, donc très intéressant, pour dire qu'il faut des routes. Mais il signale dans son introduction, en tout petit quand même, qu'aucun des chiffres qu'il ne va donner, et c'est quand même curieux parce que ces chiffres sont très abondants, n'est certain. Il dit qu'il va travailler à partir de chiffres très approximatifs, mais qu'il faut faire confiance à ces chiffres. Donc là, on est dans l'illusion statistique inscrite, pour avoir un budget. Alors, il va dire que, par exemple, s'il y a des routes, le niveau de vie de la population, il y a une toute petite enquête, là, il fait une enquête sur le niveau de vie, mais il ne fait pas l'enquête personnellement, il ne parle pas créole, il ne se déplace en aucun cas, enfin, on n'a aucune trace de son déplacement. On n'a pas non plus les questions posées lors de son enquête. On voit bien que par rapport à Salinière, qui lui dit qu'il interroge tant de personnes et qui donne les noms, là, il n'y a rien. Il donne juste des chiffres. Et ces chiffres sont très bons et surtout montrent que cette population, qu'il dit un petit peu attardée quand même, très différente, ça, il l'écrit, cette population a besoin de routes parce que ça lui ouvrira l'esprit. Si l'on construit des routes, le bien-être va forcément être amélioré. D'ailleurs, c'est la population qui le demande, alors que la population voudrait déjà s'alimenter avant de pouvoir se déplacer. Là, je vous ai mis juste des petits extraits. Alors, vous voyez, on a quand même un indice du prix de la vie. On a quand même des... Alors, il y a plein de zones d'ombre, il n'hésite pas. Mais on a quand même une petite recherche. Est-ce que les salaires payés dans la canne permettent, oui ou non, de vivre ? Alors, ça ne le permet pas. Mais à partir d'un moment, je ne sais pas si c'est assez clair en bas, il dit qu'à partir du moment où on commence à augmenter le niveau des salaires, ce qui est très bien, c'est qu'à ce moment-là, on n'est pas encore dans une augmentation du niveau de vie. Donc, on le fait généreusement. Vous voyez, à chaque fois qu'il va avoir des chiffres, il va pointer, et il l'écrit dans son texte, c'est la générosité de la France, c'est la générosité pour cette population qui, dit-il, n'a quand même pas les mêmes capacités. Ça, il le dit. Et il dit que de toute façon, augmenter les salaires nécessiterait d'augmenter aussi la capacité de travail, et on n'en est pas encore là. Donc ça, c'était mon deuxième point sur l'illusion statistique. Cette illusion a
pour une fois, dans la presse locale, un opposant qui s'appelle Siméon Pioche. Ce Siméon Pioche va écrire encore, alors il n'est pas communiste, puisque le Parti communiste n'existera qu'en 1945 en Guadeloupe. Il sera communiste ensuite et il continuera cette campagne de presse. Et cette campagne de presse s'appelle « Les bilans truqués et les sans-visage ». Dans les bilans truqués, en fait, Siméon Pioche va chercher les indices boursiers. Il va dire que, par exemple, cette société des sucreries coloniales, qui a été créée par le Crédit foncier colonial, fait des profits énormes. Et là, il publie les chiffres et il dit mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas un tout petit partage et que nous vivions encore dans la misère. C'est quelque chose de lancinant. C'est une utilisation en fait du chiffre contre un autre. D'un côté, les réussites d'une industrie sucrière qui vraiment s'enrichit, qui enrichit aussi les compagnies de navigation, qui enrichit aussi les administrateurs locaux, mais qui laisse complètement de côté, et physiquement d'une façon très visible, parce que n'importe qui se déplaçant sur le territoire voit qu'il y a vraiment une pauvreté extrême. Donc il critique ce contraste. Alors, on a un petit passage qui pourrait mettre entre parenthèses ce que j'appelle l'illusion statistique. C'est le moment où Félix Eboué, envoyé par Maurice Moutet, est gouverneur, mais il ne reste que très peu. Et la seule chose qu'il parvient à faire, c'est véritablement interdire, par exemple, dans les usines, les boutiques d'usines, parce que les usines produisent du sucre, mais vendent aussi à leurs travailleurs agricoles de l'alimentation. Et cette vente qui est faite exclusivement à crédit, enferme finalement les travailleurs agricoles dans un cercle vicieux. On ne peut pas changer d'usine, on ne peut pas changer d'employeur, on est complètement tenu, poings et pieds liés, à l'entreprise. Alors, l'étape suivante, donc juste après. Madame. Voilà, je vais faire un stage. Donc, en 1940, le régime de Vichy est adopté en Guadeloupe et ce régime de Vichy, qui supprime la République, a l'avantage de supprimer les droits de grève et a l'avantage de laisser entre les mains du gouverneur Constant Saurin la possibilité de nommer les maires. Donc, les industriels, les administrateurs d'usines avaient déjà le pouvoir économique. Maintenant, ils obtiennent le pouvoir politique. Et les travailleurs agricoles, pour certains, écrivent c'est un retour à l'esclavage. La production sucrière, alors les chiffres de la production sucrière sont ceux qui paraissent, c'est aussi aux archives départementales de Guadeloupe, qui paraissent dans un rapport demandé par le pouvoir. Donc les chiffres ne sont pas forcément fiables. Mais ce qui est certain, c'est qu'entre 1940, 41 et 42, la production sucrière en tonnes est inégalée. Or, le petit souci, c'est qu'elle n'est destinée qu'à l'exportation et qu'il n'y a plus de marine marchande et que donc elle reste sur place. Et le sucre en milieu tropical ne va pas être d'une très bonne qualité. Donc, ce sucre qui n'est pas exporté, les salaires qui diminuent encore, montrent vraiment concrètement là, à la population qu'elle est exploitée par l'industrie sucrière. Alors, elle n'avait pas vraiment besoin de cela, mais là, certains écrivent que c'est un retour à l'esclavage. Quand un maire, qui est aussi un administrateur d'usine, exige d'avoir un livret de travail qu'il donne lui-même, puisque ses administrés travaillent à l'usine qu'il gère. Donc, quand un maire demande pour donner du ravitaillement, pour donner des mètres de tissu, pour donner des biens de consommation, donc pour permettre de survivre, un livret de travail, sur lequel il met lui-même son tampon, beaucoup de travailleurs quittent l'emploi en disant il faut qu'on se sauve parce qu'on nous remet en esclavage. C'est écrit vraiment. Et ils arrivent à se sauver en Grande-Bretagne, c'est-à-dire là-bas la colonie qui est la Dominique. Donc vous avez aussi, il y a pas mal aux archives départementales de fiches de paye, de livres de paye d'usines. Vous en avez un là. Et malheureusement, on ne le voit pas bien, mais en chiffonné, vous avez une punition. Donc, on enlève une certaine somme à un ouvrier agricole parce qu'il aurait volé. Alors, c'est écrit, il aurait volé du sucre, tout simplement, ou il aurait volé autre chose.
Donc, on soustrait à des salaires déjà très faibles, tellement faibles qu'ils seront d'office augmentés par le gouverneur Berthaud qui arrive ensuite. On soustrait des sommes importantes. Avant la guerre, on en ajoutait, mais pendant la guerre, on en ajoutait. Ce que j'ai mis aussi à côté, c'est le souci en 1943. Ah oui, oh là. En 1943, en juillet, la Guadeloupe et la Martinique se rallient à la France libre. Et à ce moment-là, enfin, moi, j'ai fait un tableau juste pour montrer que le souci principal pour la France, c'est de libérer son territoire, ça c'est clair. Mais l'autre souci qui apparaît vraiment dans beaucoup de textes, c'est de ne pas laisser tomber la Guadeloupe parce et la Martinique aussi, elles se sont approvisionnées ailleurs. Même si l'approvisionnement a été relativement difficile, ce sont les États-Unis qui arrivent quand même à alimenter, alimenter pas beaucoup, mais à alimenter un petit peu ces territoires. Donc, à l'arrivée du nouveau gouverneur qui s'appelle Maurice Berthaud, qui est un ancien du Cameroun, à l'arrivée, il dit il faut pas absolument, il faut qu'on récupère ce territoire en tant que seul pays qui puisse lui apporter des choses. Quand les États-Unis, au moment du plan Marshall, vont donner des jeeps, des tracteurs, ça arrive en Guadeloupe, eh bien, il y a des petits textes très inquiets qui disent attention, il ne faut pas les habituer à un matériel américain. Et on va leur interdire d'acheter ce matériel ensuite et on va leur mettre du Renault. Donc, en 1943, ralliement, de 43 à 46, grève, parce que, en fait, pour beaucoup, ce ralliement, c'était un ralliement qui aurait pu permettre une relative indépendance, ou du moins une absence de domination française. Mais en 46, simplement, c'est la fin du rapport colonial, donc là, je dois m'arrêter, et le chiffre n'est plus une illusion, logiquement. Or, le souci, s'il y en a un, c'est que la première chose que l'on va compter va se compter au détriment de la population locale, parce qu'on va compter les fonctionnaires. En 1946, après la départementalisation, tous les fonctionnaires qui étaient des fonctionnaires coloniaux, eh bien, doivent être remplacés, ou alors doivent passer des concours qui les met au niveau d'un fonctionnaire métropolitain. Et donc, la première chose très inquiétante, ça c'est au MINEFI, c'est le ministère c'est à Savigny-le-Temple. Vous avez un petit mot qui dit « Attention », c'est manuscrit, mais « Attention, en Guadeloupe, ils sont en train de nommer plein d'auxiliaires et donc nous allons devoir titulariser ces fonctionnaires auxiliaires, donc méfiance ». L'illusion statistique va continuer finalement dans la mesure où les chiffres, vous les avez au tableau, les chiffres sur l'effectif total, voilà combien on a de métropolitains. À côté, entouré en rouge, vous ne le voyez pas, mais on a même le mot indigène. On demande dans chacun des bureaux de faire le compte. En particulier en donnant le diplôme d'entrée. Alors, vous allez avoir des fonctionnaires qui ont été secrétaires du gouverneur, qui ont été des membres très importants de toute la Guadeloupe vieille colonie, qui donc ont toutes les connaissances pour administrer la Guadeloupe, nouveau département. Mais en fait, ils vont s'en aller parce qu'on va les rétrograder au niveau de simples secrétaires, alors qu'ils n'ont pas les diplômes pour être chef de bureau. Et donc, vous avez beaucoup de gens qui ont une connaissance de l'administration locale depuis des années, mais qui finalement vont partir, qui étaient des fervents adeptes de la départementalisation. Ils vont partir. À qui finalement va-t-on pouvoir demander des comptes? À qui finalement va-t-on pouvoir demander comment ça fonctionnait avant? Eh bien, aux seuls qui, eux, restent et s'accrochent, c'est-à-dire aux industriels du sucre. Et vous allez avoir une nouvelle expertise qui va être celle... Alors, je vais un peu plus. Qui va être celle, par exemple, d'Ernest Bonnet. Ernest Bonnet, on dit Bonnet là-bas, mais Ernest Bonnet, c'est un administrateur d'usine. C'est en même temps un commerçant et il va publier beaucoup de textes. Ça va devenir la référence économique, finalement, du département.
On va demander à Ernest Bonnet si ce serait intéressant de produire 100 000 tonnes de sucre, si on peut le faire. Et à chaque fois, bien sûr, dans ses brochures, en tant qu'administrateur d'usine, il va répondre oui, on pourrait, mais quand même, il faut faire attention parce que la charge salariale est très lourde. Donc lui, qui est un ancien administrateur d'usine et qui le reste, va devenir l'expert local. Je vous ai mis aussi l'Étincelle, parce que l'Étincelle, c'est le journal communiste dans lequel la campagne Les bilans truqués et les sans-visages, donc les sans-visages, ce sont les administrateurs des sociétés anonymes. La campagne va continuer, la campagne de presse continue. On a encore une fois chiffre contre chiffre, mais le chiffre qui est écouté, le chiffre officiel, c'est le chiffre qui va être donné par Ernest Bonnet. Et il me reste... 2 minutes. 1 minute, bah ça... Ah, ça va. Donc, vous en avez une petite citation d'Ernest Bonnet, dans ce pays, enfin, vous pouvez le lire, où l'ouvrier a peu de besoins, il limite son travail au temps nécessaire pour se procurer le salaire qu'il peut dépenser. Si l'ouvrier avait un salaire insuffisant, il travaillerait davantage. C'est le genre de choses que l'on trouve avec des chiffres à l'appui, des chiffres des salaires, des chiffres de son fameux revient d'entreprise qui n'est pas du tout suffisant. Donc un autre chiffre, finalement, étant donné que le territoire n'offre pas les possibilités d'être développé localement, étant donné que les industries sucrières se réengagent de plus en plus progressivement vers d'autres activités, eh bien, on va proposer de former cette population, puisqu'elle est devenue française, mais on ne va proposer que des formations dans un territoire qui, lui, fonctionne, c'est-à-dire le territoire métropolitain, et on va organiser le Bumidum. Alors, il y a, avant ce départ en France métropolitaine, l'émigration était quand même un phénomène très grave et très important. Vous avez beaucoup de textes dans lesquels on demande au nouveau préfet, par exemple, de fermer ses frontières et d'interdire à tous ces jeunes d'aller à Paris, parce que ces jeunes sont dans une situation de détresse économique quand ils sont à Paris, avant le Bumidum. Ils sont effectivement dans une situation de détresse économique. On les a élevés avec la Tour Eiffel et la richesse de la France. Ils pensent que la France est vraiment un pays excessivement riche et qu'ils vont pouvoir y trouver le bonheur auquel on les a finalement éduqués, puisque l'éducation, c'est l'éducation nationale. Leurs ancêtres sont les Gaulois, mais ce n'est pas du tout ce qu'ils trouvent. Et on considère que le Bumidum va arranger ceci, puisque vous avez tous les dossiers aux archives départementales aussi. On va recevoir des jeunes filles et des jeunes garçons et on va leur dire « Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie ?» Et ils disent tous soit je n'ai pas de travail, soit je travaille à l'usine mais je n'y apprends rien. Ce que je veux faire dans la vie, pour les jeunes filles, c'est infirmière et secrétaire. Alors on va leur dire « Bon, infirmière, il faudra d'abord passer par fille de salle, parce que vous ne savez pas bien les mœurs françaises, etc. Secrétaire, il faudra d'abord comprendre un peu ce que sont les Français, donc on va les former, elles vont devenir bonnes, bonnes à tout faire. Et pour les garçons, on a beaucoup de formations techniques. Donc pour les garçons, finalement, les anciens du Bumidum racontent que ça a été quelque chose de relativement positif. Il n'y a pas d'école technique en Guadeloupe. Donc les hommes, en général, sont souvent plus heureux que les femmes de cette période. Ça a été précédé aussi par un gonflement de chiffres avec le boom démographique. On a plein d'articles complètement alarmants sur la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique. La Guadeloupe n'est pas toute seule, qui montrent qu'il y a beaucoup trop d'habitants. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces habitants dans la mesure où il n'y a pas de développement économique sur place? Et voilà les héritages. Je termine juste. Donc j'ai 2 héritages. En fait, on parlait des catégories. Les voilà. En 1972, vous avez un questionnaire d'enquête sur le revenu et on a traduit en créole, entre parenthèses, petit nègre, c'est-à-dire complètement alphabétique. C'est pas du vrai créole, si vous le voyez en haut. On a traduit pour les enquêteurs qui ne seront a priori que des métropolitains la façon de poser des questions sur place. Et puis à côté, surtout, en 82, enquête sur le créole à l'école. Une question, selon vous, le créole est une langue suffisamment évoluée, la faute d'orthographe est dans le questionnaire même, pour être enseignée dans les écoles. Donc on leur pose cette question-là, et la question a vraiment été posée, c'est dans les dossiers de la préfecture. Et je termine juste avec ce spectre de l'indépendance, on a peur de l'indépendance. Donc vous avez une question sur les violences en Guadeloupe, donc des années 1983. Et une des questions, la dernière question, c'est, je crois que vous ne l'avez pas parce que c'est blanc, est-ce que vous pensez que cette violence, qu'est-ce que vous craignez le plus, la violence ou autre, et qu'est-ce que vous craignez le plus, l'indépendance, le statut politique local? Et donc voilà, il y a les réponses. Je vous remercie.
Merci Marie-Christine. Alors on passe tout de suite aux questions. Est-ce que quelqu'un se désigne, se manifeste? Moi j'ai quelques questions de béotien parce que je suis pas spécialiste de ces régions-là et de ces sujets-là. Peut-être pour Fabien, pour commencer, on a parlé vous l'avez évoqué brièvement, vous avez remis en question, en tout cas questionné le statut de port colonial. Alors, est-ce qu'il y a d'autres ports qu'on peut considérer comme coloniaux et est-ce qu'il y a d'autres sujets qui peuvent se rapprocher du cas marseillais? Et puis, il y a beaucoup d'acteurs privés et il y a un peu d'acteurs publics dans votre intervention, surtout des politiques. Vous avez dit l'idéologie politique. Alors, est-ce qu'il y a que les politiques qui sont destinataires de ces chiffres? Et si ce n'est, et quelle politique? De quel bord? Puisque c'est une période assez longue. Et puis, quels sont les autres acteurs publics destinataires du lobbying, en fait, les victimes du lobbying? Et peut-être un mot sur le marché local des oléagineux. Quel est-il? Quelle part prend-il? C'est-à-dire la part consommée en Afrique de l'huile, ce qui expliquerait ou pas le développement ou pas de raffineries sur place, en fait. Et puis, est-ce que à Roubaix, aux ANMT, il n'y a pas des sources d'entreprises qui vont compléter votre dossier? Voilà, on commence peut-être par vos réponses. Oui, merci pour ces questions. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tout, mais en tout cas, donner quelques éléments. Concernant d'abord la question du port colonial de Marseille, on l'a réévalué notamment grâce à un travail sur les statistiques, et en montrant que finalement, au plus fort de la période, les trafics coloniaux de Marseille, ça représentait à peu près 30% de l'ensemble des trafics du port. Alors 30% c'est beaucoup, mais c'est pas la totalité, et donc ça prouve que Marseille est bien un port mondial à ce moment-là. Ça prouve aussi que les marchés coloniaux sont connectés eux-mêmes à des circuits d'échange internationaux. Donc ça c'est le premier point. Effectivement, il y a d'autres ports qui sont dans cette situation, et pour lesquels d'ailleurs il y a eu déjà des travaux. Je pense en particulier au port du Havre, avec le travail de Claude Malon notamment sur la fonction coloniale et l'histoire coloniale du port du Havre. Et on a également, évidemment, on peut aussi remonter à des trajectoires portuaires de plus longue durée. Je pense en particulier aussi au premier âge colonial et aux premiers empires coloniaux. Et là, se tourner aussi du côté notamment des travaux qui ont été effectués vers Bordeaux et sur le port de Bordeaux. Donc ça c'est le premier point. La question des acteurs. Alors la question des acteurs publics, c'est vrai que on a dans les sources consultées à la Chambre de commerce, on s'adresse essentiellement aux responsables politiques, c'est-à-dire on s'adresse essentiellement au gouvernement par l'intermédiaire des députés des Bouches-du-Rhône. C'est les députés des Bouches-du-Rhône qui servent d'intermédiaires dans ce débat-là. Et parfois avec d'ailleurs des collusions en termes je dirais, de liens familiaux et de liens d'affaires. J'évoquais lors de ma présentation un nom qui est celui de Cordès, qui est président de la Chambre de commerce à la fin des années 1940, qui est également un grand huilier marseillais, qui est l'un des, peut-être dans les discours aussi, dans ses prises de position au sein du syndicat des fabricants d'huile de Marseille, parmi les plus virulents sur la question de l'implantation et de la concurrence des unités de trituration en Afrique de l'Ouest, et qui a dans sa palette de stratégie une connexion très importante avec Gaston Defferre, puisque c'est le beau-frère de Gaston Defferre, et donc forcément il joue aussi par cet intermédiaire-là, il cherche effectivement à convaincre. Defferre est convaincu évidemment, mais il cherche par l'intermédiaire de Defferre de convaincre ensuite d'autres membres du gouvernement, d'autres députés sur cette question de la défense malgré tout de l'industrie marseillaise. Malgré tout, c'est malgré quoi? Malgré la politique de modernisation qui est défendue chez de nombreux personnalités de gauche. À ce moment-là, je pense aussi à François Mitterrand, ministre de la France d'Outre-mer au tout début des années 50, qui emboîte le pas aussi dans cette idée que la modernisation économique de ces territoires va
permettre leur émancipation politique. Alors émancipation politique qui reste dans un cadre effectivement colonial, mais fédéraliste à ce moment-là, mais leur réflexion est de nature politique. C'est pour ça que dans ce que j'ai voulu montrer que la façon dont les industriels marseillais, les milieux d'affaires marseillais utilisent le chiffre, ils utilisent le chiffre pour répondre à une idéologie qui en fait se déploie sans chiffres la plupart du temps, hein, qui se déploie ou alors avec les chiffres qui sont ceux du FIDES, hein, qui sont ceux donc je dirais des grands programmes d'investissement, mais en termes d'intérêt économique et de rentabilité sur un secteur d'activité, il n'y a pas de chiffres en fait qui sont produits par ces élites politiques. Donc c'est un élément, l'utilisation du chiffre à ce moment-là par les milieux d'affaires est un élément de sérieux économique en fait, hein, de sérieux économique. Mais on voit, j'ai essayé en tout cas de montrer, j'espère vous avoir convaincu, que derrière toute cette production de chiffres du côté des milieux d'affaires, la question des calculs, la question de la provenance de ces données, qui n'est pas toujours facile de reconstituer, donc pas toujours facile de refaire les calculs. Je prends un seul exemple sur la dimension notamment de la non-rentabilité supposée de la trituration en AOF. D'où viennent ces chiffres? On voit des calculs, on voit des formules même dans un certain nombre de dossiers à la Chambre de commerce. Mais il faudrait là mener une enquête effectivement un peu plus approfondie. Pourquoi pas, et je réponds aussi à une de vos remarques, pourquoi pas en comparant aussi, si possible, avec d'autres dossiers et d'autres documents qu'on peut retrouver chez d'autres industriels à ce moment-là, voire du côté par exemple des huiliers français qui sont impliqués, qui sont installés, excusez-moi, en AOF, voir quels sont leurs chiffres en revanche, notamment sur les questions de rentabilité, sur les questions de trituration, etc. Donc c'est un travail comparatif à mener. Effectivement, là je vous ai présenté un petit aperçu, hein, mais qui mériterait d'être creusé à la fois pour le secteur des oléagineux, parce que c'est une question très complexe. J'ai effleuré plein d'autres sujets, j'ai pas trop évoqué la question de l'huile de palme également, mais qui est en soi un sujet différent, un sujet encore à part entière, puisque c'est déjà une production d'huile qui existe depuis longtemps en Afrique de l'Ouest, qui fait l'objet à ce moment-là d'une campagne de modernisation de son outillage productif, et qui n'inquiète pas outre mesure, à proprement parler, les élites marseillaises à ce moment-là, et en tout cas celles qui sont déjà bénéficiaires de ces trafics. Donc c'est une question complexe qui mériterait encore d'être creusée avec d'autres apports d'archives. Je parlais des sources bancaires, vous parliez des sources effectivement à Roubaix qui peuvent certainement apporter de précieux compléments. Et puis, le travail comparatif, il peut se faire aussi sur d'autres secteurs d'activité. La communication avec le sucre, certes, était très intéressante parce que le sucre, c'est justement le deuxième pilier de ce système marseillais que je présentais, hein, oléagineux et sucre, la thèse de Louis Pierrin. Et donc là aussi, le sucre, par exemple, à Marseille, il est, dans ces années-là, hein, soumis à des turbulences aussi. Alors, pas uniquement à travers les contextes coloniaux, à travers aussi un contexte national, notamment autour de la production de sucre de betterave, hein, et européen, la création du marché commun. Mais ces questions européennes, d'ailleurs, hein, elles doivent être mises en connexion, je crois aussi, avec la situation de la France d'outre-mer au cours de cette période de l'Union française, hein, parce qu'il n'est pas rare d'ailleurs de retrouver sur des débats concernant les tarifs douaniers, par exemple, hein, la question d'une harmonisation au sein du marché commun qui se met en place à partir de 1957. Donc, tout ça mérite effectivement de futurs travaux et l'entrée par le chiffre permet en tout cas de nuancer totalement cette approche monolithique et parfois caricaturale qu'on a sur la stratégie des milieux d'affaires vis-à-vis de la résistance de leur propre filière, la résilience de leur filière dans ces années-là. Bon, merci. Marie-Christine, un complément peut-être sur le versant marseillais du sucre ? Nous c'est, enfin, le sucre, c'est Marseille, mais c'est aussi Le Havre, et puis il y aura la banane, c'est Bordeaux aussi, avec Chaban-Delmas. On retrouve, c'est intéressant parce qu'on retrouve exactement les mêmes liaisons entre la politique et la production. Évidemment, avec le sucre de betterave aussi, enfin la concurrence. Ouais. Et puis les compagnies maritimes de transport.
Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est devenu un département quand on en est à discuter de Chabandelmas. C'est un département. La peur brandie par les producteurs de sucre à chaque fois, c'est attention, si vous faites ceci, le pays va demander l'indépendance. Et Luc Durand-Réville, enfin moi j'ai trouvé aux NMT à Roubaix, il y a tout un dossier sur justement tous ces textes. Bonnette, l'ancien gouverneur Constant Sorin, syndicat des producteurs de sucre de Cannes, et à chaque fois c'est attention, ne touchez pas à la Guadeloupe, ne touchez pas à ce qu'on fait là-bas parce que vous allez avoir une indépendance. C'est si vous faites ça, le drapeau français ne flottera plus à Basse-Terre. Enfin, oui. Ouais. Est-ce que vous avez des questions, Marius? J'ai quelques questions pour Fabien. Dans des documents que j'ai consultés à l'INSEE, lorsqu'on parle du port de Marseille, on dit Marseille, port de Marseille et annexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les annexes du port de Marseille? La deuxième question, c'est en rapport avec les débats. Vous avez évoqué la Chambre de commerce. C'était celle de Marseille ou celle de Dakar? Marseille, j'ai évoqué ponctuellement la Chambre de commerce de Dakar pour la mettre en regard justement, enfin les sources que j'ai pu consulter à la fois à travers les copies qui existent à la Chambre de commerce de Marseille, les copies notamment des comptes rendus de séances, mais aussi celles qui ont été numérisées par la BNF. Mais le reste tout le reste de mon exposé portait effectivement sur la Chambre de commerce de Marseille, et c'est à partir de là notamment qu'on a travaillé à partir de ces fonds. Ils sont quand même assez pléthoriques, et on fait d'ailleurs toujours de nouvelles découvertes. On en a fait d'ailleurs dans le cadre du programme COCOL, autour notamment du fonds Brenier Bayo qui est aussi un des acteurs majeurs de cette mise en chiffre des empires. J'arrive donc à ma question. Pardon. Oui. Au Cameroun, il y a la Chambre de commerce publie chaque mois des bulletins mensuels qui étaient une forme de compte rendu des sessions, et les débats étaient houleux. Et on sait très bien que dans ces chambres de commerce, c'était les mêmes qui se retrouvaient à Marseille, qui avaient des succursales au Cameroun, à Dakar, qui menaient les débats. Et comment est-ce que les débats qui étaient menés à Marseille se répercutaient à la Chambre de commerce de Dakar? Et est-ce qu'à la veille de l'indépendance, période pendant laquelle on acceptait dans ces chambres de commerce les nationaux et on acceptait qu'ils participaient au débat, quelle était la position des nationaux? Est-ce que vous pouvez avoir certains éléments? Et pour revenir au port, il y a quand même autour... Pour le cas précis du Sénégal, vous avez beaucoup parlé des oléagineux. Il y a quand même toute une infrastructure ferroviaire qui était bâtie autour de ces oléagineux et qui permettait de desservir ce qu'ils ont appelé le bassin arachidier. Est-ce que cela a été évoqué? Est-ce que ça n'a pas les investissements n'ont pas un peu pesé dans le débat quant au choix de la transformation ou pas des produits oléagineux à Dakar ou à Marseille? Merci. Alors, sur vos deux questions, je dirais extrêmes, la première et la dernière, j'aurais des éléments. Celle du milieu, un petit peu moins, je pense. Je vais essayer de prendre les choses dans l'ordre. Donc, sur Marseille, l'expression annexe du port, ce sont en fait les extensions portuaires qui ont été effectuées à l'ouest de Marseille, qui sont toujours placées sous le contrôle de alors ça tout dépend de la période que vous considérez, mais avant 1966, sous le contrôle de la Chambre de commerce de Marseille. Quelques petits rappels. Marseille, ce sont les bassins donc intramuros que peut-être certains d'entre vous connaissent, étendus au nord du Vieux-Port. À partir de 1919, la Chambre de commerce fait main basse sur les rives de l'étang de Berre. C'est une loi, c'est la loi de 1919 qui lui permet donc d'annexer les rives de l'étang de Berre. À quoi? À sa concession d'outillage portuaire, en fait. Et c'est donc à partir de là que vont se développer tout un tas d'établissements maritimes, notamment autour du chenal de Caronte, qui est la liaison entre la mer Méditerranée et l'étang de Berre, mais aussi à partir de 1949-1950, au débouché de l'étang de Berre, du côté de l'Avera, à côté de Martigues, où un
port pétrolier va être construit sur les crédits d'ailleurs de la Chambre de commerce, un port pétrolier qui va permettre donc de délocaliser les arrivages de pétrole brut et de les concentrer au même endroit, donc au débouché de l'étang de Berre. Mais ça reste géré à ce moment-là par la Chambre de commerce. Et en 1966, lorsque l'État va reprendre en main les grands ports maritimes et va créer donc les ports autonomes, que le port autonome de Marseille va être créé, le port autonome de Marseille va avoir gestion à la fois des bassins intramuros, de l'Avera et du troisième site portuaire qui va être créé en 1968, qui est le site de Fos-sur-Mer. Donc ça, c'est pour avoir justement cette vision éclatée métropolitaine d'un port qui n'est pas, je dirais, dans une continuité géographique, en tout cas pour un certain nombre de trafics. Mais pour les trafics d'éoléagineux, c'est Marseille Intramuros qui reste, je dirais, le pôle de réception de ces produits. Concernant votre deuxième question, alors sur les débats, alors plusieurs niveaux de réponse. Déjà au niveau des débats sur les oléagineux au sein, je dirais, de la Chambre de commerce de Marseille, il n'y a pas tant de, et c'est ça qui est particulier justement, c'est qu'il n'y a pas tant de discussion en fait, il n'y a pas tant d'opposition interne, on va dire, il n'y a pas de dissension, de divergence tellement dans les comptes rendus de séance. C'est plutôt et ces divergences, on les voit en fait en mettant en regard des documents différents. C'est pas forcément au niveau des sessions et au niveau des discussions au sein de la Chambre de commerce. C'est-à-dire que sur le principe de la défense de l'industrie huilière marseillaise, bien, il y a une espèce de consensus qui se développe autour de la Chambre de commerce de Marseille au niveau des sessions. Mais ensuite, une fois qu'on prend les acteurs les uns indépendamment des autres et qu'on regarde leurs sources et leurs correspondances indépendamment, bien là on voit que chacun effectivement tire la couverture à soi, si vous me permettez l'expression, et donc défend ses propres intérêts, même si ceux-ci vont un peu en contradiction, ils sont un petit peu divergents avec la position générale de la place, ce sentiment notamment de conscience de place qui peut se développer à ce moment-là dans tous les grands ports maritimes français. Au niveau des débats, en revanche, sur la place, effectivement, ou les répercussions des débats marseillais dans la Chambre de commerce de Dakar, ça, j'ai pas tellement d'éléments de réponse dessus, y compris sur la question des nationaux. J'ai pas d'éléments de réponse du tout. C'est des questions qui pourraient être effectivement regardées de plus près. Nous, quand on dépouille, c'est vrai, ces comptes rendus de séance de la Chambre de commerce de Marseille, on a un outil qui est assez, alors à la fois assez intéressant pour nous parce que ça nous permet d'aller vite, mais en même temps, effectivement, on passe parfois à côté de certains sujets. C'est qu'on a des index, et donc on regarde. Moi, quand je dépouille, par exemple, les comptes rendus de séance et les délibérations de la Chambre, sur la question des oléagineux, on a un index thématique, on va directement aux oléagineux, et donc effectivement après ça nous occulte un peu d'autres sujets, et c'est peut-être pour ça aussi que je ne suis pas en mesure de vous répondre. Troisième question, c'est portait sur la place de la modernisation de l'agriculture. Alors ça fait partie des éléments que j'ai dû un peu enlever de ma communication pour rester dans les temps, et qui renvoie là encore à cette complexité, à cette pluralité des intérêts. C'est-à-dire que effectivement, on a des acteurs marseillais qui à ce moment-là défendent la modernisation. Vous l'avez dit, dans le cadre effectivement des investissements, des fonds du FIDES qui sont aussi attribués pour, je ne sais pas moi, pour la rationalisation des transports, du bassin arachidier, etc., la présence du chemin de fer, etc. Bien, ce sont des éléments que certains acteurs industriels encouragent, justement parce qu'ils sont, eux, intéressés à moderniser un secteur d'activité agricole pour dynamiser la production agricole, mais pour la maintenir finalement dans le cadre du pacte colonial tel qu'il existe depuis le 19e siècle, et donc dans le cadre d'une exploitation d'une matière première agricole. Donc si on trouve des industriels marseillais, des huiliers marseillais, qui défendent, je dirais, la mécanisation de l'agriculture arachidière au Sénégal, par exemple, c'est pas incohérent, c'est tout à fait compatible, je dirais, et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve, c'est tout à fait compatible avec cela. Et idem pour la production d'huile de palme.
la production d'huile de palme qui, là aussi, je le disais, avec les fonds du FIDES, se modernise, se gagne, je dirais, en productivité. Eh bien, effectivement, on a des industriels marseillais qui sont tout à fait favorables à ce mouvement-là. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant dans les différentes postures qu'on peut avoir en fonction des secteurs d'activité, en fonction des acteurs et en fonction des moments. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, Marie-Christine, ensuite Xavier. Désolée, nous, à partir de 1946 en Guadeloupe, il y a un problème très intéressant sur la modernisation parce que les industriels veulent moderniser, c'est sûr, mais le gouvernement, la France ne veut pas de modernisation dans les campagnes parce que moderniser, ça veut dire ne pas occuper cette main-d'œuvre agricole qui n'a pas d'autre emploi offert entre janvier et juillet, donc pendant la campagne sucrière. Là, c'est une différence. Les industriels voudraient pouvoir s'en passer. Il y a des tas de systèmes pour ramasser la canne sans avoir le coupeur, la mareuse, même le tronçonnage de la canne qui lui fait perdre beaucoup de richesses saccharines. Il y a beaucoup de textes là-dessus. Alors, ce que les industriels font, et ils le font parce qu'ils sont défiscalisés pour le faire, ils modernisent vraiment leurs usines. L'industrie est modernisée. Là, on n'a pas beaucoup d'ouvriers industriels. Par contre, les ouvriers agricoles, non, il faut pas y toucher. L'État protège. Xavier Domalin et ensuite Anton. Oui, la comparaison des deux domaines est effectivement très intéressante parce que par rapport à une même question, on a deux réponses complètement différentes. Et pour rebondir sur ce que disait Fabien et sur les questions aussi de toi, Fabien, cette relation des industriels par rapport à l'État, de leur envoyer comme ça des chiffres pour leur expliquer que c'est pas rentable, ces industries dans les colonies, en réalité, c'est une critique d'une politique qui a été mise en place à partir de la crise des années 30 et qui consiste à imposer une sorte de repli impérial dans les approvisionnements des huiliers marseillais en AOF et à sponsoriser une huilerie coloniale qui, si elle s'exprimait, si elle devait se développer dans les conditions du marché, ne pourrait jamais se développer et ne serait pas rentable. Donc, derrière ces critiques, il y a tout cet arrière-plan. Et c'est pour ça que André Cordès, qui est président de la Chambre de commerce et qui est le beau-frère de Gaston Defferre, sera très content de la loi qui sera votée par Gaston Defferre, parce que quand on pense à cette loi, on pense à son volet politique, mais on oublie de regarder ce qui se passe du point de vue économique, et on coupe le cordon ombilical qui permettait de tenir ces huileries sous perfusion. Alors après, elles trouveront le moyen de se développer avec des emprunts, des investissements internationaux, mais il y a cet arrière-plan qui est là, et cet arrière-plan, il n'existe pas de cette façon-là avec un autre domaine qui est le sucre, où les Marseillais sont aussi très, très importants. Et une dernière réflexion, si la situation est différente dans l'huile de palme et l'arachide, c'est que l'huile de palme arrivait déjà à Marseille raffinée, produite, tandis que l'arachide était écrasé à Marseille. Et on produisait l'huile sur place. Donc l'enjeu en termes d'emploi, en termes d'usine, n'est pas du tout le même. Et c'est pour ça que Régis... Voilà. Et c'est pour ça qu'on a des Marseillais qui vont participer très tôt à l'industrialisation de l'huile de palme et qui vont freiner les quatre fers pour celle des huileries d'arachide. Avec un front encore plus complexe, parce que les négociants marseillais, eux, vont jouer la carte des huileries coloniales. Merci. Une dernière question, deux dernières questions. Alors, Anton et Emmanuel, si vous voulez. Oui. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être à peu près clair. Plutôt pour Fabien, sur cette question de la modernisation. Je suis assez frappé par cette histoire de calcul de prix de revient et de rendement. Parce que la période n'est pas anodine, c'est-à-dire que les années 50, milieu des années 50, c'est aussi le moment où se développe toute une réflexion chez les économistes ingénieurs, et le fait que Sauvy intervienne dans la discussion n'est pas du tout anecdotique, autour de la question d'un calcul de prix de revient dans différentes industries qui permettrait de faire un choix éclairé sur des critères entre guillemets purement techniques, de façon à choisir quelles sont les meilleures solutions de développement pour l'économie française. Si je dis ça, c'est parce que, évidemment, ce débat-là se développe essentiellement, en tout cas à ma connaissance, plutôt pour l'industrie publique, le secteur public. Dans les mines, c'est tous les travaux de Maurice Allais, notamment, mais Allais va aussi faire des préconisations pour la SNCF, etc. Donc en fait, il y a tout un écosystème de réflexion économique qui se mettent en œuvre là, et je me demandais si,
un peu dans ce petit jeu de chercher le colonial ou le non colonial. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire essayer de désingulariser un peu cette affaire. Dans quelle mesure est-ce que, en fait, ces réflexions sur il faut moderniser l'industrie de l'huile à Marseille s'inscrit pas aussi dans des questions macroéconomiques, pour le coup, qui sont, on va dire très rapidement schumpeteriennes, c'est-à-dire en gros débusquer les canards boiteux, mettre en place des préconisations, et évidemment l'ensemble de ces trucs-là, et je termine là-dessus, habillent sur des arguments techniques, des choses qui sont éminemment politiques, puisque la question du prix de revient, en fait, ça dépend avec quoi on le compare. Parce que le calcul d'un coût, c'est un coût de production, mais c'est aussi l'ensemble des coûts sociaux induits par des décisions de fermeture ou de continuité d'une production, et qui sont généralement pas intégrés dans le calcul du prix de revient. Exactement. Et alors pour être très très bref, je pense qu'on va prolonger la discussion parce que c'est très intéressant. En effet, moi je vois qu'à ce moment-là, donc dans les années 50, on a la même réflexion à Marseille sur un autre secteur d'activité qu'est le pétrole. Exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a un chiffre, des chiffres qui sont produits pour un raisonnement technique dans le cadre d'une vision idéale de la production, une optimisation de la production, et qui doit influencer des choix de localisation ensuite de la production et une nouvelle configuration, je dirais, de la géographie industrielle et commerciale. Donc ça, c'est un élément extrêmement intéressant parce qu'effectivement, ça fait sortir ces questionnements d'un cadre strictement colonial pour les intégrer finalement dans une économie qui se mondialise à ce moment-là et qui répond effectivement à des nouveaux standards macroéconomiques, à des nouvelles aussi théories de la croissance qui sont dominantes à ce moment-là, ou à des nouvelles théories même, je dirais, de la production industrielle. On peut penser notamment aux travaux de François Pérou sur les fameux pôles de croissance, hein, et donc la concentration d'industries lourdes sur un même espace. Donc oui, tout ça, effectivement, replace cette question finalement dans ce contexte techniciste et économique et techniciste de cette époque. Et je pense que la question des oléagineux, en tout cas à Marseille, pour ce qu'on a déjà dépouillé comme archives et sur les sujets sur lesquels on a déjà travaillé, c'est pas du tout une question qui est isolée et qui est propre aux oléagineux, pas du tout. Emmanuel, pour la dernière question. Alors, moi, j'avais une question pour Marie-Christine, parce que tu es partie au début de ton exposé d'un certain nombre de rappels sur ce que c'est que ce qu'on appelle une vieille colonie. Mais est-ce que ce que tu décris, le trucage des chiffres systématiques que tu décris en Guadeloupe, est-ce que c'est quelque chose qui est très spécifique à la Guadeloupe, ou est-ce qu'on peut dire qu'on observerait des choses similaires dans les autres vieilles colonies, entre guillemets, ou est-ce que c'est lié à la spécificité économique guadeloupéenne? Non, c'est vraiment les vieilles colonies, Guyane, Martinique, Réunion et Guadeloupe. La différence entre la Guadeloupe et les autres vieilles colonies, c'est que les propriétaires des usines sont des sociétés anonymes. Elles le sont aussi à la Réunion. Alors qu'en Martinique, on a les Béquets, dont on parle beaucoup en ce moment, qui, eux, sont des Martiniquais qui vont rester sur place. Leurs dettes vont être, entre guillemets, épongées par leur conseil général. Et ça change beaucoup de choses dans les relations sociales, puisque les deux membres des travailleurs des usines martiniquaises ont en face d'eux le vrai patron, ce qui n'est pas le cas ni en Guadeloupe ni à La Réunion. Mais non, le trucage des chiffres. Moi, j'habite en Guadeloupe, pas très loin des archives départementales, donc j'ai travaillé sur ces archives-là. Mais c'est sûr que c'est aussi à la Martinique, quand même. Hein. La différence, c'est le rapport social. Et c'est surtout aussi à La Réunion, oui. Merci beaucoup pour cette session, cette dernière session de la journée. On peut les applaudir. Et on se retrouve à partir de 8h30 pour un café d'accueil demain matin pour une nouvelle journée de travail. Je vous souhaite une bonne soirée, à demain.